Bienvenue sur Queer Afro, le podcast qui chaque mois donne de la voix à une personne de la communauté LGBT d'Afrique résidant sur le continent ou dans la diaspora afin qu'elle nous raconte son histoire. C'est compliqué d'avoir des gens qui s'asseyent, qui discutent déjà au micro pour commencer, mais quand il faut aborder les questions d'orientation sexuelle ou de sexualité, j'ai l'impression que beaucoup rentrent un peu dans leur coquille. Donc, merci d'avoir accepté de discuter avec moi aujourd'hui. De rien, c'est normal. Je suis toujours open à parler des choses que les autres ont peur de parler et puis à le parler librement. Les gens ont peur très souvent des représailles. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à parler. D'accord. Moi, j'ai pas un problème. Mon nom, il est déjà assez connu, reconnu. Et pour l'instant, je n'ai pas encore été inquiétée par la police à cause de ça. Mais bon, pas d'autres personnes. Mais bon, on s'est dit, si on a commencé ce combat, c'est parce que il y a des convictions, il y a des tripes qu'on met dedans. Mais non, on est prête à supporter ou à gérer toutes les pressions qui arrivent. Voilà, et puis on ne se laisse pas aller très souvent à rester dans ce noir. On avance petit à petit, mais après on sort de là. Je sais que tu as une sommité. Ça va faire 10 ans maintenant que je te connais, un truc comme ça, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, pour ceux qui vont peut-être te découvrir à travers ce podcast, est-ce que tu peux donner un peu un bref aperçu de qui tu es? C'est-à-dire qui tu es, où tu vis, ce que tu fais dans la vie? Commençons par là. Merci pour la question. Je suis Joséphine Manding, mais j'adore et j'apprécie beaucoup qu'on m'appelle Jo Manding parce que ça me représente un peu plus. Donc, je suis Jo Manding, je suis activiste défenseur des droits des personnes LGBT au Cameroun. J'ai 36 ans. De sexe, je suis une femme, mais j'ai déjà travaillé psychologiquement pour accepter tous les prénoms qu'on pourrait me donner par rapport à des situations données. Mm-hmm. Et puis, je milite à Alternative Cameroun, une association identitaire basée à Douala, Yaoundé et Kribi déjà, depuis bientôt 13 ans, et qui travaille d'arrache-pied pour la défense des droits humains en général, mais beaucoup plus des personnes marginalisées à cause de leur orientation sexuelle ou identité de genre, et aussi qui lutte contre le VIH dans tout son ensemble. J'ai l'impression que ça fait beaucoup de casquettes quand même, Jo. Comment tu arrives à gérer tout ça? C'est par rapport aux objectifs fixés en amont et après, il y a l'organisation et derrière tout ça, il y a beaucoup plus de conviction. Donc, c'est aussi important entre la jeune fille de famille, la toute dernière déjà, et d'une fratrie de 7, et puis la maman désormais, la personne en relation aussi, mais à côté de cela, il y a tout ce cadre professionnel qui mélange, parce que je suis directrice administrative et financière, d'abord à Alternative, mais aussi j'essaie de militer pour les droits, donc je ne laisse pas ce côté communautaire et j'essaie de manager aussi quelques projets. À côté de ça aussi, j'essaie d'apporter mon expérience auprès des mouvements LGBT en général, parce que je suis porte-parole du premier mouvement des femmes LBQ, lesbiennes, bisexuelles et queer au Cameroun. Donc, comment je m'en sors? J'essaie juste de m'organiser, de donner un peu du temps à chaque chose. En semaine, je donne beaucoup de temps au travail, de façon beaucoup plus globale dans tout ce que je fais. Et puis le week-end, je donne beaucoup plus de temps à ma vie de famille ou encore de couple. Mmh. Donc voilà comment j'essaie de gérer toutes ces casquettes-là. D'accord. Alors, tu disais en introduction dans ta présentation que tu te sens à l'aise avec tous les pronoms qu'on peut te coller. Mais avec lesquels te sens-tu le plus à l'aise? Elle, ça passe, j'ai pas de problème, j'ai pas de frustration, je me représente en tant que elle dans plusieurs plateformes, mais de temps en temps, je peux prendre le il selon là aussi où je me trouve et surtout s'il n'y a pas de représailles derrière, donc je peux prendre le il ou le elle. Donc j'ai pas de problème avec les deux pronoms. Que tu m'appelles elle ou il, vraiment, deux fois, on a même créé le il
pour que ce soit plus facile à utiliser. Donc, que ce soit il, elle, il, je m'adapte selon les situations. D'accord. Dans le sigle LGBTQ, Jesus, je suis sûre en fait que tu as un meilleur acronyme. Donc, c'est quoi l'acronyme actuel? LGBTIQ+, ou LGBTIQAAP? LGBTI. OK. LGBT. Déjà? I, Q, A, P, plus. Ils ont ajouté le plus, d'accord. J'étais à la page jusqu'au P, mais je n'avais pas le plus. Il y a plusieurs sous encore qui se développent tous les jours. Dans ce sigle-là, à quelle lettre t'identifies-tu? À des moments, je me sens elle parce que je suis en relation avec une femme. À des moments, je me sens T aussi parce que dans mes trips, très souvent, je me dis, en vrai, tu es un homme. Donc, voilà. Donc, le L me va. Le T, il est en train de bagarrer en moi aussi. D'accord. Et je ne sais pas jusqu'où tu te sentiras confortable dans l'idée de partager un peu cette expérience avec le thé, mais j'aimerais beaucoup y revenir. Est-ce que tu te considères hors du placard? Oui, oui, absolument. Le placard, pour moi, il a été cassé il y a de cela, je vais 17 ans. Hein. 7 ans ou 17 ans? Au plus même, parce que peut-être 2 ans après que je commence à militer alternative, peut-être même moins, hein, le placard, il a été bousillé. Donc, je suis hors du placard et je l'assume, je vis, je me présente en tant que telle. Dans ma famille, j'ai presque imposé mon identité, mon orientation. Dans mon cas du travail, c'est déjà le cas, donc pas de souci. Mais aussi avec mes amis, j'essaie d'être avec des amis de la communauté, mais avec les autres qui ne sont pas, du moins officiellement, de la communauté aussi, je ne me cache pas derrière un placard, je suis hors du placard et puis je vis en tant que tel. Le placard, pour moi, il est très, très loin. Alors, tu as dit 7 ou 10 ans. J'ai pas saisi le nombre d'années. Non, je disais, je milite depuis 10 ans. Donc, 2 ans après, j'ai commencé à militer. Mon placard, il a commencé à se casser au fur et à mesure. Donc, on peut dire 7-8 ans par là. OK. Est-ce que ça te dérangerait de revenir un peu sur cette expérience? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était ton initiative, cette sortie du placard, ou c'était un outing? Je ne sais pas s'il y a une personne qui prend souvent cette initiative de le faire, mais très souvent, si tu es contraint, ça veut dire que c'est toujours un outing, même si c'est plus assumé. Donc, c'était pas de mon initiative, c'était vraiment presque forcé. Quand je commençais à militer, parce que c'est là où on m'a forgé, en fait, à accepter ce que je suis et puis à ne pas avoir honte de moi et surtout avoir une grande estime de moi. Donc, quand je commençais à militer, c'était 3 choses. Sache que tôt ou tard, comme tu milites, on saura qui tu es. Que tu prépares, 1, ton argumentaire, 2, tes alliés dans la famille, et 3, que tu puisses commencer à être indépendante financièrement, parce que c'est ça qui est la clé. Du coup, j'avais déjà un argumentaire plutôt bien fait dans ma tête. Des alliés, malheureusement, je n'en ai pas eu, parce que tout le monde chez nous, à cette époque, était super homophobe. Et maintenant, l'indépendance, j'essaie de l'acquérir en essayant d'avoir un travail rémunéré pour que s'il arrive des moments durs, que je puisse m'auto-gérer. La fameuse réunion, parce que c'est toujours des réunions familiales à ne pas en finir. La fameuse réunion où vraiment ce sujet a été déposé sur la table. Malheureusement, avec le numéro de ma copine, parce qu'on savait que c'était une amie très bien. Et puis, c'est elle qui m'a appelé qu'on veut me voir à la maison. Je suis rentrée. Et puis là, c'était la réunion familiale. En fait, mes frères avaient cassé ma porte de ma chambre. Et puis, ils ont retiré, parce que j'avais des brochures, des cas de visite. Ils ont tout pris, ils l'ont lu. Et sur la brochure d'alternative, c'était vraiment écrit homosexualité et tout ce qui va avec. Et après, on m'a dit, il faut que tu te prononces, parce que déjà, on n'a pas vu de garçon avec qui tu marches. Tu as déjà des allures de garçon manqués.
Et puis après, on trouve tout ça. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe? Heureusement que j'avais un argumentaire. Vraiment, c'est là que j'ai dit non. C'est vrai qu'on m'a bien formée. J'ai dû balancer mon argumentaire, comme quoi je milite. Et puis, dans l'argumentaire, c'est toujours nier. Nier jusqu'à la mort. Donc, j'ai nié. J'ai dit non, machin, je travaille juste. Pas parce qu'on travaille pour réduire la drogue, qu'on est drogué pour autant. Pas parce qu'on travaille pour les prisonniers qu'on est un détenu. Donc, j'avais cet argumentaire-là. Bon, c'est passé vraiment, ils n'ont pas compris ça. Et la question de la fin, c'était, c'est quoi tes relations avec les femmes? Ma phrase, je l'ai encore jusqu'aujourd'hui, je m'allie plus d'amitié avec les femmes qu'avec des hommes. J'ai balancé ça et après je me suis tue. La réunion s'est terminée là et puis j'avais maintenant des couvre-feux. Je devais rentrer à des heures assez précises. Je devais plus marcher avec des filles. Je devais plus ramener des filles à la maison. Mais ce qui a suivi, c'était le plus dur après, parce qu'après, chacune, surtout mes sœurs, individuellement, venait me faire une prêche. Tu as nié que tu n'es pas, n'entre pas. C'était à ne plus en finir. Quand une m'appelle ou me voit ou m'accoste, vraiment, c'était uniquement ce sujet. Si tu n'es pas entré, n'entre pas. Si tu es entré, sors. Vraiment, avec des mots, moi, j'essaie de parler des mots un peu plus gentils, pour ne pas revenir de façon amère dans tout ça. Et c'était ça pendant au moins 3, 4, 5 ans. Je suis quittée de la maison familiale. À ce moment, je suis partie. Et puis, j'ai commencé à avoir mon indépendance. Et puis, voilà. Du coup, quand je me suis assumée de façon affichée, c'était... C'était soit tu fais ton opinion et puis tu commences à marcher avec moi ou alors tu t'éloignes. Il y a un de mes frères qui, jusqu'aujourd'hui, pour discuter avec lui, c'est compliqué. Chaque jour, il martèle à mes sœurs. Vous qui partez parler avec elle, dites-lui d'arrêter ce monde. C'est pas normal, c'est pas bien. C'est... Du moins, tout ce qu'on connaît comme mot. La chance que j'ai pas eu de violence physique, heureusement. Mais vraiment, de façon morale, j'étais pas bien. J'ai vu des psys pendant un bon bout de temps pour pouvoir traverser cela. J'ai dû demander des permissions au bureau que je serais plus constante parce que je n'arrive pas à gérer. Mais après, je suis sortie de tout ça et puis maintenant, je suis plus forte que jamais en fait. D'accord. Voilà. Est-ce qu'ils ont essayé de justifier la raison qui les a amenés à casser la porte de ta chambre? Est-ce qu'ils t'ont dit pourquoi? Non, mais à cet instant, tu n'as même pas la force de poser des questions. Tu n'as même pas. Je n'ai pas posé des questions, je n'ai pas posé après, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de soupçons parce que quand je me rappelle, j'ai une tante, Anne-Marie Mayaki, qui vivait dans le même quartier que moi. Et à un moment donné, je commençais trop à me rapprocher d'elle. Du moins, dans tout le quartier, on disait qu'elle est lesbienne. Mais après, je sais pas, mais j'ai commencé à me rapprocher d'elle. Et là, ma mère, paix à son âme, me disait, je ne veux pas. Du coup, quand j'ai commencé, moi, on disait comme ça, je me rapprochais davantage. Et après, nos amitiés, moi, je marchais qu'avec des filles et entendais des jolies filles. Du coup, il n'y avait que des filles en haut, à gauche, à droite. Et mon frère aussi, l'un de mes frères, il bagarrait avec les gars du quartier qui disaient, il faut quitter de là-bas, ta petite sœur est lesbienne. Donc, c'était des bagarres pour en finir au quartier. Du coup, tout ça. Et puis, il y a mon père son âme aussi, qui lui savait que j'étais lesbienne. Comment il a su? Mais c'est très privé quand même. D'accord. Mais il a su et il a dit, on ne dit à personne, c'est un secret entre toi et moi. Mais lui, il savait. Du coup, lors des réunions familiales, il ne parlait jamais. Il me regardait dans les yeux comme je niais, tout, mais il ne parlait pas. Et lui, quand il a su aussi, pendant qu'on discutait, il me disait, on m'avait bien dit. Il y a telle dame qui m'avait dit, il y a tel monsieur qui m'avait déjà dit que c'est ça. J'avais déjà reçu toutes les informations. On me disait ça. Donc, ça veut dire que même mes frères et sœurs, à l'époque aussi, avaient des personnes qui les informaient sur mon identité de genre et orientation sexuelle. Ça, sûrement, ils voulaient confirmer. Ils ont dit que bon, surtout que j'étais la seule qui fermait toujours ma chambre à double tour. Et je pense qu'ils cherchaient des preuves pour pouvoir vraiment être satisfaits par rapport à leurs soupçons. D'accord.
Alors, tu commences à militer à Alternative il y a 13 ans. Comment tu te retrouves à Alternative? Est-ce que tu as toujours su que tu aimais les femmes? Si oui, à quand remonte cette découverte-là? Je savais pas. Je savais pas parce que j'ai eu une sexualité assez précoce. J'étais aussi précoce côté études. Ça fait que j'ai fait des établissements où il y avait que des personnes plus matures que moi, où on parlait du sexe et de l'école. Mais j'ai fait le lycée technique de la Koumassi, où à l'époque, on ne prenait que des personnes à un certain âge. Mais moi, on m'a pris, pourquoi, je sais pas. Du coup, mes camarades de classe étaient des filles plus âgées, des garçons plus âgés qui parlaient de sexe. Et moi, ne peux pas rester dans des commentaires. Et moi, j'ai rien à dire. Du coup, j'ai été précoce seulement. Et je suis allée avec des garçons, et pas mal de garçons quand même, parce que dans les débats des filles, c'est que les garçons, il y a des types de garçons qui savent faire l'amour, parce que quand moi je faisais l'amour, je ne ressentais rien. On a dit les footballeurs, je suis sortie avec des footballeurs, on a dit les basketteurs, je suis sortie avec les basketteurs, on a dit les gens de force de maintien de l'ordre, je suis sortie avec, de tous les corps, policiers, militaires, marins. Mais vraiment, je ne ressentais rien sexuellement. Et je me disais que c'est normal. Jusqu'au 5 septembre 2007. D'accord, on a la date. OK. Oui, j'ai connu ma première relation amoureuse. Du moins, ce jour, enfin, mon corps, mon cœur, mon âme m'a parlé. J'ai ressenti ce que mes camarades de classe parlaient à tout moment. J'ai dit, c'était ça. OK, donc pour moi, donc, ce sont les femmes qui y arrivent. Et ça, c'était comme baiser. C'était même pas encore le rapport sexuel, parce qu'après, j'ai eu mon premier rapport sexuel en 2008, un an plus tard. Je n'arrivais pas à arriver jusqu'à là, parce que j'avais peur, avec tout ce que j'avais déjà reçu comme information de ma tante là, et tout, du coup, il y avait cette bagarre en moi. Où je suis très religieuse, du moins la religion catholique, je la pratiquais beaucoup à cette époque-là. Du coup, j'ai fait des neuvaines personnelles pour comprendre si c'est ça ou pas, pour enlever cet esprit dans ma tête. Je me suis confessée aussi pour que je puisse avoir du moins que je puisse sortir de là, parce que voilà, ça a été en contradiction avec ce que tous les jours on disait à l'église, avec ce que j'entendais dans le quartier. Mais un matin, j'ai dit, merde, j'en ai marre. Il faut que je vive. Du moins, le Seigneur, quand on va arriver là-bas, il saura comment on va gérer ça. D'accord. Donc, je me suis lancée. Et là, vraiment, j'ai dit non, ça, c'est mon truc. Ça, il n'y a rien à faire. Vraiment, les hommes, merci. Mais vous m'avez bousillé le corps et puis le temps. Mais là, je suis avec les filles. Du coup, je faisais mes petites rencontres par-ci, par-là, et comme toute nouvelle fille pubère, parce que je pense que c'est à ce moment que ma puberté, en fait, je l'ai vécue. Et du coup, je rencontre une amie, Joël, qui est très Internet, pas moi, et elle me dit, oui, il y a des gens, parce que je fais que dit, mais pourquoi on ne se réunit pas en asso? Pourquoi on ne parle pas de nos problèmes? Comment même on se protège dans ce truc? J'avais très, très peu des infections, parce qu'on en parlait très mal. Donc, comment est-ce qu'il y aura même des infections entre femmes? Comment ça va se passer? Est-ce que tu as des informations dans ce sens? Comment la loi même dit quoi? Du moins, je lui posais des questions, elle me dit vraiment, j'ai vu là, il y a un gars qui m'a écrit sur Internet, qui a une association et tout. Comme tu me fatigues, pardon, va voir. Du coup, comme ça, à une assemblée générale alternative, je débarque. Et puis, je vois qu'il y a près de 100 personnes. Je dis, quoi? Je pensais qu'il y avait que mon ami et moi, et puis les deux petites filles que je tournais par là. Donc, nous sommes nombreux à ce point. Waouh! Directement, je vais voir le président de cette époque. Et je lui dis, moi, je vais travailler ici. Surtout que j'ai vu que dans les 100 personnes, j'étais la seule fille. Et j'ai dit, moi, c'est ici que moi, je vais travailler. Comment on fait? Dites-moi. J'ai eu mon bac, j'ai ceci, du moins, je commence à parler de mon cursus académique, parce que professionnel, pas encore, j'étais encore étudiante. Je venais juste d'avoir ma licence, machin. Donc, comment je peux apporter? Je ne veux pas travailler. C'est vrai que je veux travailler dans les banques, mais j'ai déjà postulé à cause de mon physique. Je me dis, on ne m'a pas pris, donc. Ici, je me dis qu'on peut accepter. Donc, je veux faire quelque chose. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler pendant 3 ans, gratuitement et tout. Donc, voilà.
Voilà mon avant, alternative, et puis quand je commence. D'accord. Alors, ton premier baiser, 5 septembre 2007, d'accord, mais est-ce que tu avais une attirance pour les femmes avant ce premier baiser-là? Je ne sais pas si je vais appeler ça attirance, parce que je ne connaissais pas le mot. Hein, et puis, c'est pas des sujets qu'on parlait. Dans mon cursus, j'étais toujours le chef de classe, comme on dit souvent. Mais en tant que chef de classe, il y avait une catégorie de filles dans toutes mes classes, surtout en partie de la 4e, que moi, je ne parlais pas avec elles. J'étais très sportive, donc j'étais toujours presque l'adjointe du professeur de sport. Même dans le sport, si elles disaient qu'elles ne font pas le sport, je disais au professeur, je partais même négocier pour elles que vraiment déceler. Et je me rappelle aussi toute petite, toutes les bagarres que je faisais, j'étais très palabreuse, peut-être je le suis encore aujourd'hui. Je bagarrais parce qu'un garçon a tapé une fille. Les bagarres que j'ai faites dans tout mon cursus scolaire, c'était pas mes bagarres. Je bagarrais parce qu'un garçon a tapé une fille, parce que les filles jouent et un garçon vient déranger. Je ne vais pas bagarrer avec ce garçon. Au quartier, la même chose. Du coup, je ne sais pas si c'était ça, si c'était toujours. J'avais une protection pour les filles. J'avais, à un moment donné, quand j'ai commencé à ressentir des trucs, moi, ma puberté qui a commencé, il y avait une catégorie de filles que j'avais peur de parler avec elles. Et aujourd'hui, c'est cette catégorie-là que je sors avec. Du coup, je ne sais pas si c'est ça. Mais quand j'ai vraiment commencé du moins j'ai commencé, et je suis repartie vers ces filles-là. Il y a certaines que j'ai cherché leur numéro. C'est bizarre. J'ai cherché à les avoir. Et je suis sortie avec 2 parmi elles qui n'étaient pas. Sûrement, j'étais déjà amoureuse de vous à l'époque. Donc, je ne sais pas si c'était autre chose que l'amour, mais je me dis que c'était ça. Et je suis sortie avec. Donc, je ne sais pas. Le mot attirant, je ne peux pas dire. Mais moi, c'était beaucoup plus, je ne pouvais pas parler avec elles parce que je ne me vois pas capable de discuter avec elles. Elles sont trop bien, elles sont trop belles. J'aimerais bien les avoir à côté de moi, mais je n'y arrive pas. Tu vois, c'est comme ce garçon il voit une fille qu'il veut, mais il n'arrive pas à parler avec elle. C'est exactement ça. Voilà. D'accord. C'est vrai que j'aimerais vraiment avoir l'histoire du 5 septembre 2007 pour savoir comment ça s'est passé, que tu te retrouves à embrasser une fille. Parce que oui, enfin, je veux dire, si tu défends les filles durant l'adolescence, dans ton enfance, écoute, de les défendre à en embrasser une, il y a quand même pas. J'ai vraiment envie de savoir, mais tu as dit que tu veux garder ça secret. Il n'y a pas de problème. Oh, voilà. Bon, le 5 septembre 2000. Quand j'en parle, j'ai encore des frissons, hein, parce que je me dis, ouf, enfin, avant, j'étais dans le trou noir. Bon, je disais que je vais taire le nom. Ça pourrait réveiller des choses, parce que c'est dans le cadre, en fait, pas familial, mais un lien familial que je ne veux pas, voilà. C'était pas ma soeur ni ma cousine, en tout cas, donc pas de problème. C'était quelqu'une, je pouvais dire comme ça. Je sais que je veux beaucoup cacher des choses. Hein. On se retrouve chez elle. C'est mieux qu'on arrive jusqu'à là-bas. C'est elle qui m'avoue ses sentiments. Elle me dit que, parce qu'avant on se voyait beaucoup, je lui dis pourquoi, on ne se voit plus, machin. Elle me dit, c'est parce qu'en fait, elle avait peur J'étais encore jeune, et maintenant elle voit que j'ai un peu plus grandi. Je venais justement d'avoir mon bac, hein, donc c'était vraiment... en septembre, tu es encore à la maison. Donc, elle a des sentiments pour moi depuis. Et comme elle ne pouvait pas le dire, elle a préféré s'éloigner. Mais maintenant qu'elle a vu que j'ai grandi, elle pense que je peux comprendre cet état des choses et si je peux l'aimer en retour. Mais je te promets, je n'ai pas été choquée. J'ai plutôt été très joyeuse. J'ai dit, moi, je ne sais pas ce que ça implique, mais je vais faire ce que je peux faire pour que tu puisses être heureuse. Ça veut dire que tu avais des vues sur elle avant, c'est ça? Pas du tout. C'était quelqu'un que je respectais en tant que grande sœur, c'est tout. Après, il répond de oui, qu'est-ce qui se passe? Et comme tu dis, tu veux m'épouser, oui. Ce qui se passe après, c'est le baiser, non? Non, mais le baiser, il était waouh. J'ai ressenti mon corps avoir des frissons pour la première fois. J'ai eu la chair de poule en embrassant quelqu'un. J'ai ressenti de l'adrénaline au niveau du cerveau. Là, vraiment, je vais aller plus loin. Waouh, c'est magique. Donc, c'était comme un feu d'artifice.
Donc, voilà ce qui s'est passé le 5 septembre. Ok. Donc pour toi, c'était je vais lui faire plaisir et je m'en fous un peu de ce qui m'arrive, sauf que en lui faisant plaisir, tu t'es découverte et le reste, ce n'est que l'histoire de tonton Joe, c'est ça? Oui, je ne sais pas pourquoi. Je pouvais bien commencer à crier, à fuir, à crier au scandale. Non, mais je dis, je veux te faire plaisir et puis je verrai comment ça va se passer. Mais après, collé, bon, mais je voulais dormir avec, je voulais marcher avec, je voulais qu'elle m'accompagne partout. Quelqu'un qui était école, maison, église, j'étais maintenant où on ne savait pas où j'étais. Je rentrais tard, je sortais tôt. Je marche. Je marche, mais j'étais avec elle vraiment de 8h du matin jusqu'à 21h. Voilà, je ne pouvais plus m'en lasser, je ne pouvais plus m'en séparer. Voilà, j'étais bien. D'accord. Alors, j'ai tellement d'avenues que je peux emprunter à partir d'ici et je ne suis pas sûre par laquelle commencer. Je vais peut-être prendre le cas des infections parce que c'est des aspects qu'on n'aborde pas souvent dans la sexualité LGBT. Peut-être chez les garçons, on parle beaucoup de VIH, on parle de capote et tout ça, mais chez les filles, c'est encore très, très peu développé c'est mon opinion, hein, très peu développé ou très peu connu. Et je vais te poser une question vraiment directe. Est-ce que entre femmes, on peut se transmettre des infections? Quand tu dis des infections, sexuellement peut-être, je dirais transmissibles. pas un strict. Les infections, peut-être, parce qu'il y a des pratiques qui mettent corps à corps deux vagins. Si a une gonococcie ou a une infection, une bactérienne, oui. Le VIH, s'il y a le frottement de vagin à vagin et que ce n'est pas lubrifié et qu'il peut avoir des liaisons, il peut avoir une transmission VIH. C'est vrai que les études au niveau national même et international aussi, parce que national, on a fait des petites études internes pour voir le nombre du monde, on a fait des campagnes de dépistage d'un grand nombre de lesbiennes et puis pour voir un peu le taux de séropositivité. Très, très, très bas, voire pour certaines campagnes nulles. Et puis à l'international, les études aussi ont montré que cette transmission est plus ou moins nulle aussi. Mais s'il y a vraiment parmi les deux une personne infectée et que ce frottement de vagin à vagin est intense sans lubrification, ça veut dire qu'il peut y avoir liaison, donc il peut y avoir contamination. Surtout qu'on parle de la féminisation du VIH. Donc, les femmes ont beaucoup plus de VIH que les hommes. Et puis les femmes, c'est vrai qu'on dit qu'elles sont les hétérosexuels, mais qu'est-ce qu'on en sait? On n'en sait rien du tout. Parmi les hommes, il y a les bisexuels qui sont les plus infectés quand même au VIH par rapport avec les hommes ou encore peut-être le travail de sexe ou autre chose. Mais vraiment, si on prend un groupe de lesbiennes qui ne sortent qu'avec des femmes, la transmission VIH est un peu plus moindre que la transmission entre deux hommes ou un homme et une femme. Tu veux dire dans un rapport strictement, comment on va dire ça? Parce qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Lesbienne, quoi. Oui, s'il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, comme tu disais, il peut y avoir bisexualité, il peut y avoir consommation de substances sans précaution particulière. Donc, tous ces facteurs-là rentrent en jeu. Mais tant qu'on a une relation saine entre deux, la transmission, qu'elle soit infection ou VIH, est négligeable, c'est ça? Exactement, c'est ça. Okay. Exactement ça. Quelles mesures de précaution préconises-tu? Oh, vraiment, je me suis protégée à titre expérimental pour vraiment expérimenter le fameux carré de latex, parce que c'est la seule protection qu'au Cameroun on a accès. C'est vrai qu'on dit qu'il y a le préservatif des doigts, mais vraiment on n'a pas accès à ça ici. Je l'ai vu, je crois, une fois en Afrique du Sud. Bon, c'est vrai que je l'ai ramené, même presque pas utilisé, je l'ai beaucoup plus distribué. Mais c'était vraiment le carré de latex que j'ai utilisé plusieurs fois, surtout pour des personnes que je ne connais pas trop. Mais après aussi, c'est pas comme le préservatif, c'est pas trop connu. Et tu veux te protéger la personne qui est en face, qui ne connaît pas ce que c'est, il faut d'abord commencer à passer par une sensibilisation avant. Et des fois, on est partant, on n'est pas partante, et puis c'est compliqué.
la pratique qui pourrait être à risque, qui est le frottis vaginal, ou communément appelé chez nous les ciseaux. Oui. C'est cette pratique qui peut être à risque de transmission des infections, voire du VIH. Il n'y a pas de protection, à ma connaissance, adaptée à cette pratique-là. Voilà. Je sais qu'il y a le carré de latex pour faire un cunnilingus. Je sais qu'il y a des préservatifs du doigt, mais ce n'est pas accessible, comme je l'ai dit. Maintenant, c'est vrai que certains disent qu'il y a le fémidon qu'on peut utiliser pour une pénétration avec l'utilisation des godemichés. Et le fémidon, c'est préservatif féminin, c'est ça? Voilà, le préservatif féminin. Si on veut utiliser des godemichés à plusieurs usages, encore, mais non, vraiment, je n'ai pas utilisé ce truc, ce préservatif. D'accord. Parce que tu utilises un gaude qui n'est pas vraiment la sensation de ton corps. Et après, tu mets encore un préservatif féminin. Vraiment, la sensation, elle est morte en haut. Tu n'es pas dans l'utilisation des gadgets ou des outils externes à ce que tu possèdes déjà. Si, absolument. Maintenant, je suis pas accro. Et aussi les personnes, parce que on fait pas le sexe seul, non. On fait le sexe avec quelqu'un. Il faut que la personne qui soit en face aussi soit sensibilisée ou bien soit informée sur l'utilisation des gadgets. À la base, quand on sort avec une personne, c'est d'avoir son corps. Maintenant, les gadgets sont des objets qu'on peut utiliser de façon accessoire. Moi, j'en ai. Et puis, c'est vrai que j'utilise pas beaucoup. Pas parce que je veux pas, parce que c'est une conversation à deux, le rapport sexuel est à deux, donc l'utilisation des accessoires aussi, ça doit être un choix commun. Mais je dis toujours, voilà ce que je dis souvent, c'est vrai que c'est crade, mais je dis le sexe est sale, alors salissons-nous bien. Donc si vraiment... J'adore cette phrase. Est-ce que tu peux la redire? Le sexe est sale, alors salissons-nous bien. Donc... si on peut utiliser tous les accessoires qui vont nous faire avoir son orgasme, atteindre l'extase, faire durer plus longtemps le rapport sexuel, pourquoi pas? D'accord. Alors, parlons de sensibilisation. Je ne sais pas si tu es autorisé, mais j'aimerais faire une parenthèse alternative Cameroun. Comment se fait la sensibilisation aujourd'hui? Parce que on n'est pas sans ignorer le climat. C'est vrai que c'est un climat perpétuel ou constant. Quand il y a une arrestation, on a l'impression que c'est plus gros que ça ne l'est. Mais en fait, ce qui se passe, que ce soit avec Shakiro ou avec des meurtres, c'est le quotidien de LGBT. Donc, comment se fait la sensibilisation aujourd'hui dans ce climat de haine, de peur, d'intimidation? Vraiment, nous, comme on dit souvent, on a vendu la honte aux chiens. On oublie souvent. Des fois, on peut défendre des gens, mais on ne pense pas que nous, on peut être inquiétés. Donc, on continue comme si de rien n'était. C'est vrai que les jours après une arrestation très médiatisée, parce que l'arrestation la plus médiatisée, on la connaît, mais il y a des arrestations tous les jours. Hier encore, il y en a eu une. Mais quand ils ne sont pas assez médiatisés, elles n'ont pas un grand impact. Quand elles sont connues juste par nous, on essaie de se débrouiller de gérer Alternative et puis les 35 autres associations de lutte contre les violences faites aux LGBT au Cameroun. Donc, on essaie juste de mutualiser les efforts et puis d'essayer de gérer le cas. Mais maintenant, derrière, on continue. C'est vrai que la sensibilisation devient un peu plus réduite à certains événements, notamment quand il y a des élections, parce que malheureusement, lorsqu'il y a des élections au Cameroun, on instrumentalise la question homosexuelle pour gagner beaucoup plus de personnes qui vont vous voter et tout. Donc, c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment surseoir nos activités terrain, qu'on concentre tout au niveau des centres et que tout soit fait à l'intérieur. Mais en dehors de cet événement-là, on continue comme si rien ne s'est passé, en fait. Parce qu'on se dit qu'il faudrait que... s'il y a eu deux arrestations hier, aujourd'hui, qu'il faudrait qu'il y ait une seule. Donc, par exemple, ce que je dis, le cas d'hier où on a arrêté quelqu'un, ça ne faisait pas 3 jours qu'on est passé par le commissariat voisin pour faire la sensibilisation auprès du commissaire et puis de ses éléments sur la question de l'acceptation de la différence et puis des droits humains. Donc, on continue.
parce qu'on se dit qu'il y a des personnes qui sont des sans-voix, qui n'ont pas l'accès à l'information, qui ont besoin de cette information et qu'on doit pouvoir leur apporter tous les services qu'il faut par rapport au VIH et aux droits humains. Donc, la loi est là, elle est dure, elle est appliquée de façon approximative pour nous, selon nous. Mais on se dit qu'on nous sommes Camerounais et puis on doit pouvoir défendre nos droits et puis ceux des personnes qui nous ont fait confiance, à qui on offre des services. Donc, on continue à travailler. Donc, tu te lèves le matin avec toute cette amertume, tu continues à avancer, tu continues à pousser, tu continues à donner ce que tu peux donner et après, le lendemain, tu continues encore. Comment on fait, on ne sait pas, mais c'est comme ça qu'on essaie d'avancer toujours et encore sans baisser les bras. Tu parlais de commissariat tout à l'heure. Quand vous y allez, comment se fait le contact avec ces autorités administratives? Non, ça se fait. On essaie toujours d'avoir au moins cette petite porte d'entrée. Mais si on n'a pas une porte d'entrée, on prend le nom des grands projets. Parce que quand on dit que non, on vient, on est financé par les Américains, les Français et tout, ça t'ouvre au moins la porte. Mais après, on vient, on se présente à l'association de défense des droits. Et en tant que défenseur des droits, et vous-même, vous êtes aussi des défenseurs des droits, on aimerait discuter sur certaines questions. Ce qui est sur la cour, ce n'est pas en un jour. Tu fais au moins pendant 3 mois de plaidoyer pour qu'on puisse accepter que tu viennes t'asseoir pour sensibiliser. Mais heureusement, on touche. Parce que très souvent, les personnes, comme à l'hôpital, les vrais homophobes ne sont pas les médecins. C'est l'agent d'accueil là qui commence, c'est l'infirmière, c'est la personne qui te prend la tension, la température et tout. C'est là-bas que l'homophobie commence. Donc, nous, on ne discute pas avec les inspecteurs, les agents et autres. On va directement discuter avec les commissaires parce que, qu'on le veuille ou pas, dans leur cursus, il y a les droits humains à l'intérieur. Donc on essaye de voir directement les commissaires parce qu'on se dit qu'ils ont quand même une certaine maturité d'esprit pour pouvoir écouter d'abord. La chance, c'est qu'on n'a jamais été enfermé dans un commissariat parce qu'on peut parler sur ce genre de questions. Heureusement, je ne sais pas, mais heureusement. Donc, dans le cursus, il y a ça. C'est parce qu'on a eu cette information que dans le cursus, on parle de droits humains, on parle de droits, on parle de l'acceptation de la différence, on parle de plein de sujets qui ont trait aux droits humains. C'est pour ça qu'on va directement voir le commissaire avec lequel on commence à discuter sur ces questions. Et maintenant, c'est par rapport à la perception du commissaire qui nous ouvre les portes, en fait. Mais si le commissaire même ne veut pas, ce commissariat, on n'y va pas. Maintenant, on essaie d'autres approches, on prend 1 ou 2 agents et tout, on commence à avoir un petit point focal à l'intérieur, on travaille avec le service social parce que dans tous les commissariats, il y a des services sociaux pour voir si, par exemple, il y a un cas que c'est le service social qui nous informe. Après, de temps en temps, donc, on continue, on n'abandonne pas, on continue le plaidoyer au fur et à mesure jusqu'au jour où soit si on change de commissaire, soit si un autre commissaire aussi, parce qu'il se parle aussi entre commissaires, peut nous faciliter l'entrée. Donc, on essaie toujours de pouvoir retomber sur nos pieds quand il y a un refus, quoi. Est-ce que tu penses que c'est la raison pour laquelle tu n'as pas encore été inquiétée par les forces de l'ordre? C'est vrai que tu disais en début que par des personnes, oui, mais pas encore par les forces de l'ordre. Tu penses que c'est ce travail de plaidoyer-là qui te protège plus ou moins parce que tu as un statut de défenseur? Non, parce qu'il y a plein de défenseurs qui ont été inquiétés. Non, le travail des plaidoyers ne nous protège pas nous-mêmes des actions, des violations. Non, je me dis juste que c'est la chance, parce que c'est ce que je me dis. C'est la chance. De 2, j'essaye d'être moi-même, d'avoir des actes un peu moins inquiétants, je le dis comme ça. J'essaie d'être moi-même en sécurité. Souvent, on n'arrête pas quelqu'un comme ça, je me dis. Il faut toujours un événement. Il faut toujours, parce que tu es dans ta chambre tranquille, personne ne viendra t'arrêter. C'est toujours une dénonciation qu'on peut faire au niveau du commissariat. C'est toujours ce genre. Normalement, quand les personnes LGBT sont chez elles, il n'y a pas de problème. Elles ne sont pas inquiétées. Maintenant, on peut aussi te rafler en route. Parce que le soir, on rafle, il y a des rafles à certaines heures. Peut-être je ne reste pas tard la nuit, dehors aussi. Donc, j'essaie d'avoir des actes qui me protègent, on peut dire ça comme ça. Je ne marche pas la nuit. Quand je marche, j'ai ma CNI, parce que c'est le premier truc qu'on demande quand on te voit.
Mon apparence physique, c'est vrai que c'est assez masculinisé, mais j'essaie d'avoir des vêtements qui ne vont pas choquer parce que c'est souvent ça. Donc, c'est souvent l'humeur de l'agent en face de toi. Voilà, il te voit un peu coiffé comme ça, avec une culotte, un truc, c'est ça. Ou s'il te voit avec une belle fille, parce que souvent aussi ça choque. Et puis, voilà, c'est vraiment selon l'humeur des agents de fois qui a des arrestations. Et moi, je me dis que j'ai de la chance parce que je ne suis pas sûre que je fais tout pour être en sécurité. J'ai de la chance que je n'ai pas encore été inquiétée. Moi, je dis c'est la chance. Juste parce qu'on peut tout simple. Pour ma voix, même, c'est facile. Tout simplement, tu viens rafler le bureau, tu m'auras. D'accord. Alors, pas encore fait ça. dans ton essayer de ne pas choquer, n'est-ce pas une répression de ton identité? Non, je dirais pas non. Parce que je suis habillée très masculine, de la tête aux baskets. Maintenant, je mets des vêtements qui ne vont pas... Parce que même les garçons, entre parenthèses, s'ils mettent un t-shirt déchiré avec un destroy, même lui, on va le rafler. Du coup, moi, je m'habille, je ne veux pas dire décemment parce que la décence, chacun essaie de mettre sa définition à l'intérieur. Je m'habille pour ne pas choquer l'autre. Et moi, ça me plaît. Je m'habille pas par rapport à l'autre. Parce que, comme je le dis, je suis masculine de la tête au basket. Ok, James, on a compris. Donc, mais maintenant, je m'habille aussi pour ne pas choquer l'autre. Je m'habille un peu, en parenthèse, responsable, mais aussi chacun mettra ce qu'il va mettre dans l'habillement responsable là-dedans. Mais moi, je mets ça comme définition responsable. Je mets un ensemble boubou et une chaussure. Ça va que ça choque en disant waouh, elle est plus habillée que nous, mais c'est ça qu'on dit en fait. Moi, ce que j'ai comme appréciation à vous, c'est que bien habillée, madame. Je dis merci. D'accord. Okay. Voilà, donc c'est ça. Maintenant, d'autres, je ne sais pas. On va peut-être revenir sur l'épisode, parce que si la police, là, tu disais la police ne t'a pas inquiété, mais d'autres personnes l'ont fait. Mais j'aimerais peut-être fermer cette parenthèse alternative, parce qu'on est toujours dans l'alternative. Est-ce qu'aujourd'hui, le pourcentage de femmes qui fréquentent l'association a changé ou a évolué? Oui, ça a vraiment automatiquement changé. C'est encore il y a 2 jours que je disais à un de mes collaborateurs, waouh, le personnel est maintenant plus féminin que masculin. Oui, maintenant, vraiment changé. Je pense que c'est parti de 2 choses. 1, de mon engagement, de mon engouement à pouvoir bousculer les lignes. 2, de la volonté aussi de la direction de pouvoir changer, d'être ouvert au changement. Parce que si j'avais aussi en face des dirigeants qui ne voulaient pas le changement, ils n'auraient vraiment... C'est que le changement ne devait pas être possible. Donc, eux aussi, c'est en 2011, on a intégré ce qu'on appelle la notion de genre dans nos programmes, projets et aussi dans notre structuration. Et cela impliquait la meilleure implication des femmes à tous les niveaux. Donc, je pense que c'est cette dynamique-là qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, on quitte de 1 à... Je pense que nous sommes déjà plus de 15 femmes, déjà plus même. Si je ne sais pas des chiffres, mais à plus de 15 femmes. Par exemple, moi, je suis directrice. Au niveau de la gouvernance du CA, comme on dit souvent, il y a une femme. Oui, au niveau de la coordination, sur 4 sous-directeurs, comme on dit souvent chez nous, il y a 2 femmes, 2 hommes. Mon staff médical à l'heure actuelle n'est que féminin. Même si c'est femmes, moi je dis femmes de sexe, hein, je ne mets pas juste femmes en termes de LGBT, mais femmes aussi de sexe, parce qu'à l'époque, même femmes de sexe, il n'y en avait pas. Voilà. Donc, vraiment, la dynamique de la direction et aussi mon engagement à pouvoir bouger les lignes pour que les femmes alternatives qui se dit être une association LGBTIQ, AP, puissent avoir toutes ces nomenclatures-là et presque à tous les niveaux. Est-ce qu'il y a une représentation de toutes ces membres de la communauté? Enfin, c'est vrai que je vais revenir un peu sur... Ok. Bien, oui, il y a des bisexuels, parce que très souvent, on parle de LG, mais on laisse le B. Il y a des personnes qui s'identifient en tant que bisexuelles et puis qui revendiquent cela au sein d'alternative. Oui, il y a des transgenres. Oui, il y a une qui a dit qu'elle est queer. Et oui, on a du staff I, intersexe. D'accord. Une collègue l'autre jour a dit qu'elle est lesbienne, elle est pansexuelle. Elle a dit, ok, d'accord, c'est bon. tu nous aides à avoir le P. Donc, ça va. D'accord.
Aujourd'hui, si quelqu'un n'a pas encore entendu parler d'Alternative, donne-lui ton elevator speech. 30 secondes pour vendre Alternative Cameroun. Vas-y. Ok, Alternative Cameroun est une association à but non lucratif basée à Douala, à Yaoundé et à Kribi avec un siège à Douala. Nous avons 3 centres d'écoute qui permettent vraiment d'apporter les services de santé sexuelle et reproductive de façon globale, de santé mentale et surtout des santé anale. Donc, on a toute une panoplie qui s'occupe des infections et affections de la marge anale. Et aussi, on a un grand pan qui est le pan droits humains, qui s'occupe de documenter les cas de violation des droits et aussi d'apporter les réponses de première ligne. Car on a un refuge qui permet de donner à toutes les personnes victimes de violations et rejetées de chez elles d'avoir un abri. Et de l'autre côté aussi, on essaie d'être un appui technique. Donc, on renforce les capacités d'autres associations qui commencent à mettre en œuvre les activités auprès des personnes LGBTIQ. D'accord, ça c'était rapide. Je crois que tu as oublié, j'ai eu 2 ou 3 retours. J'ai envoyé des personnes chez toi pour parler de fécondation ou d'assistance à procréation. Je ne sais pas si c'est officiel, mais tu n'en as pas fait mention. C'est pour ça que j'ai dit santé sexuelle et reproductive. Ça fait beaucoup dire. Ça peut pouvoir dire que j'ai bien fait mon prélèvement vaginal. On n'a pas ce droit, en fait. Nous, ce qu'on fait, c'est du conseil pour l'accompagnement à la procréation. Tout ce qu'on fait derrière est officieux. C'est pour ça qu'on n'en parle jamais. Bah, on ne va pas en parler. Mais ce qu'on peut peut-être mettre en avant, c'est qu'on a un projet, là c'est officiel, un projet Child Witch. Désir d'enfant. Voilà. Donc, on peut parler comme ça. Maintenant, si quelqu'un veut un détail, il viendra derrière demander. Comment rentrer en contact avec Alternative? Où est-ce qu'on peut trouver Alternative? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, une adresse email? Alternative, un numéro de téléphone, plus 237 699 89 50 78. Jamais Alternative. On verra le compte Facebook où on peut nous écrire, nous suivre. Nous sommes en train de refaire notre site web, mais il aura le même, c'est www.alternativecameroun.org. Nous avons une email aussi qui est alternative.cameroun@gmail.com. Et vous pouvez aussi nous contacter via notre directeur exécutif qui est France Mananga, donc sur son compte Facebook ou mon compte personnel, Joséphine Mandeng. Vous pouvez aller nous écrire sur Facebook et on pourra vous apporter toute l'aide nécessaire. Merci. D'accord. Donc, on ferme le pan Alternative, on revient sur toi. Et parce que pendant qu'on parlait d'Alternative, on a parlé de transgenreité. C'est ça qu'on dit, non? Oui, transgenreité. Ouais. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, tu changerais quelque chose sur toi? Non, je ne changerais rien. Donc, la étrangère, c'est simple, hein, c'est juste te dire que tu n'es pas dans le bon corps. Vraiment, ta tête, tu n'es pas dans le bon corps parce que à l'intérieur, tu te sens autre chose que ce que tu vois physiquement. Voilà, tu veux te sentir dans l'autre peau, dans l'autre corps. D'autres veulent jusqu'à se transformer, mais pas moi. Pas moi parce que j'ai beaucoup d'autres projets avec ce corps-ci. Cette idée n'est pas encore dans ma tête, non. Et je ne sais pas si ça viendra un jour, mais non. Et pour l'instant, moi, j'aime les femmes et parce que j'aime les femmes avec mon corps de femme. Donc, voilà. Et tu parlais de famille tout à l'heure. Aujourd'hui, tu as dit qu'il y a un frère qui ne te parle plus, mais est-ce que, par exemple, les sœurs qui te demandaient de sortir, si tu es déjà dedans, pardon, sors, est-ce que vos relations, vos rapports se sont améliorés aujourd'hui? Nettement améliorés. Ce discours, officiellement, me le dit plus. Maintenant, si, c'est après le temps quand même que j'ai appris qu'il y a beaucoup trop de réunions sur moi. Et on a fait, quand j'ai accouché, j'ai encore appris qu'on a fait encore. En fait, ma famille maintenant fait plus de réunions derrière moi qu'avec moi. Pour parler de ma vie, pour poser même les questions que comment ça se passe. 2 filles là, ça se passe comment? Qui est l'homme, qui est ils font. Donc, elles se posent des questions, mais personne n'ose venir me poser des questions. Ou alors, on envoie un éclaireur pour me poser des questions. On fait avec, comme on dit, on vit avec.
Et je pense que la situation s'est améliorée lorsque j'ai accouché. Parce que j'ai eu des témoignages quand j'ai accouché que je dis waouh, donc vous avez encore ce individu dans vos têtes. Parce qu'on pensait que j'étais stérile, que dans notre monde, ça n'accouche pas. Donc le fait que j'accouche encore a amélioré davantage la relation, a rassuré davantage plusieurs membres de ma famille. J'ai eu des cousines qui m'ont dit ouf, mes nuits de prière ont payé. J'ai dit waouh. Je faisais des nuits de prière pour moi. Elle me dit oui. Pour que le Seigneur sonde ton cœur afin que tu puisses enfanter. J'ai dit waouh. Donc, c'est pas un message visible, hein. Parlons de cet enfantement-là, parlons de cet accouchement. Première question, comment s'est fait la conception? Est-ce que c'était de façon naturelle ou est-ce qu'on a fait appel à une banque de sperme? Non, naturelle. D'accord. J'ai fait 4 ans pour me décider. Parce que mon père m'avait dit, je veux que tu accouches, au moins. Donc, il y avait la phase de réflexion, après la phase d'acceptation, maintenant la phase du choix de la méthode. Au niveau du choix de la méthode, il fallait, dans les choix, il y avait le choix du père ou son père. Du coup, le choix du père a gagné. Et c'est ce qu'on a fait. Quand je dis naturel, ça ne veut pas dire qu'il y a eu un rapport sexuel. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'il y a eu une éjaculation dans un tube et puis une insertion, c'est ça? Exactement. Ok. Pourquoi c'était important pour toi d'avoir un père? Pourquoi ne t'es-tu pas contentée, je ne sais pas, de 2 mères et d'oublier le papa? Pour 3 choses. Première des choses, éviter les questions des enfants. Ça fatigue. Papa, pourquoi non? C'est une question. Et surtout que nos enfants les enfants de maintenant sont devenus très intelligents, et ils sont au courant des choses très vite. Un enfant de 5 ans te pose des questions, tu dis comment il a fait pour avoir accès à cette information. Du coup, éviter les questions des enfants. De 2, éviter les questions de la famille. Parce que c'est la première chose. Qui t'a enceinté? C'est la première chose qu'on pose à une jeune fille enceinte. C'est qui le père? C'est qui? Il est d'où? Il vient d'où? Machin truc. Éviter ce genre de questions. Et troisième des choses, honorer aussi un homme. Honorer un homme qui sera là et qui pourra prendre soin de l'enfant si quelque chose nous arrivait. Si. D'accord. C'est pour ça qu'on a opté pour un gay. Oh, d'accord, un gay. Donc, ça fait que des 2 côtés, plus ou moins, ça rend service à tout le monde. Voilà. Ok. Voilà. Alors, en tant que masculine et porte-parole, ta voix est très respectée dans la communauté LGBT au Cameroun, du moins pour ceux qui fréquentent cette communauté-là. Est-ce que ça a été facile pour tes pères? Et quand je dis pères, c'est des masculines comme toi, d'accepter ton accouchement. Je sais qu'il y a souvent beaucoup de discrimination quand on voit une masculine faire une tâche plus ou moins, tu vois, je mets entre guillemets, réservée à la féminine. Donc, est-ce que ça t'est arrivé d'avoir des remarques? Je ne veux pas dire que je me suis cachée pendant ma grossesse, mais je vais dire ça comme ça. Oui, je veux le dire comme ça parce que j'ai arrêté de fréquenter plein d'endroits. Les gens ne peuvent pas sortir la nuit. Tu sais que pour les lesbiennes, c'est la nuit. Au bureau même, je ne veux pas dire... Parce que même au bureau, c'est quand j'ai accouché que certains ont su que j'étais enceinte. Parce que d'autres, surtout les garçons qui ne connaissent pas voir une fille pas enceinte, et je suis un peu corpulente, donc on ne voyait pas trop la différence entre moi avant enceinte et après enceinte. Du coup, on ne voyait pas. Donc, et puis comme je porte des boubous, ça n'était pas trop visible, c'était mon même corps et tout, machin. Mais c'est quand j'ai accouché que la nouvelle a fait le tour de la communauté. Mais c'était ça quand je disais qu'il y avait mes phases. C'était une phase, il y avait la phase de préparation, d'acceptation. C'était d'accepter que je serais enceinte, d'accepter s'il y a des railleries ou des ondes négatives de la communauté, d'accepter ça. Donc, j'étais prête à toute éventualité. Mais j'ai été très surprise que je n'ai que eu des bravo. Bravo vraiment, Joe, c'est toi. Joe Mandeng, tu as pu. Nous, on peut. Je te promets, plusieurs sont venus vers moi et me disent, comment tu as fait? Je veux aussi faire. Comment tu as géré? Comment tu as accepté? Pardon. Aide-moi à accepter. Il y a plusieurs féminines qui sont venues me dire, s'il te plaît,
aide-moi à parler à mon pas. Toutes les masculines que je rencontre, la première question, c'est est-ce que tu as accouché? Il faut que tu accouches ton enfant. Donc maintenant, je suis devenue le défenseur de tout ça. Donc, j'ai eu des hommes positifs, vraiment des bravos, des waouh, tu as pu le faire. Ça veut dire que c'est pas si difficile à faire, c'est gérable. Et nous, on n'a même pas su, donc on peut y arriver. Comment tu as fait? Comment tu as pu gérer ça? La douleur et machin, les caprices et machin. Bon, c'est aussi là que j'ai vu que c'était une femme enceinte qui exagère souvent. Donc, ça m'a aussi aidé. Exagéré dans quel sens? Non, exagère, elle dit que les hormones sont montées, descendues, il faut que je mange le sandwich à midi. Non, je ne veux plus ça, je veux le poisson. Non. Je leur ai dit que vous mentez souvent les hommes, ça c'est faux. Après, j'ai compris que aussi c'est le moment où l'homme, si l'homme est à quatre pattes, seulement aussi qu'elle aime un peu marcher sur lui, mais vraiment, tous ces envies-là, il n'y a pas ça. Maintenant, c'est vrai que on dit que les grossesses sont différentes, c'est ce que j'allais dire. D'autres exagèrent. D'accord. Donc, ta grossesse a eu un rôle positif dans la communauté, a eu un impact positif dans la communauté. Oui, vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment à des ondes négatives, à des non, est-ce qu'il était même coudé, tu es même sûr que tu dis, moi, tout ce qu'on disait toujours comme stéréotype et tout, mais là, vraiment, ça a eu beaucoup plus de... Et je pense que maintenant, il y a beaucoup plus de masculines qui accouchent quand même. D'accord. Et moi, j'ai envie de mettre le compteur à 2 quand même aussi. Comme ça, tu disais, tu as d'autres projets pour ce corps. Voilà. D'accord. Alors, on parlait de frères, de parents, c'est tellement un mix, donc prends ça comme ça vient, parce que ça va sortir comme ça va sortir. Tu disais, quand tu as commencé à subir, après la réunion pour ton fameux coming out, sanction, couvre-feu, tu es sorti de la maison, tu as parlé d'un truc qui est très important pour moi. Tu as dit qu'il fallait que tu sois indépendante financièrement. Pourquoi? Ouais. Parce que il le fallait. J'avais déjà vu les autres coming out ou les outings, si tu veux. Comment ça se passe? Parce que il y a toujours 3 choses. On te chasse de la maison, on te prive de tous les sous. Du moins, tu vis dans la maison, mais tu as mis un embargo. Ou si tu loues quelque part, on te met dehors. Donc, à un moment donné, tu es toujours, même si tu es dans une maison, tu es toujours presque dehors. Donc, tu es toujours laissé à toi-même. Tu n'as pas de revenus. Comment tu fais pour te tomber sur tes pieds? Comment tu fais pour prendre soin de toi? Comment tu fais même pour pouvoir te nourrir, continuer à gérer tes besoins? Alors, l'indépendance, c'était quelque chose de très important. Et quand je parlais d'indépendance, c'est l'indépendance financière. Toutes les personnes que j'ai connues qui avaient cette indépendance financière ont su gérer l'après coming out ou outing. Parce que tu te mets dehors facilement. Tu vas, tu prends ta petite chambre, tu équipes, tu restes là-bas tranquille. Le temps que la tension puisse se baisser au niveau de la famille, après tu essaies de revoir. Si tu vis dans la maison, tu t'occupes de toi, tu prends et tes besoins, et c'est des autres en charge. Ça fait que on commence à te regarder autrement. Et l'indépendance financière fait aussi que tu peux, entre parenthèses, payer l'amour, parce que moi je dis que je le fais. Parce que si on sait que tu es LGBTIQ, tu te contribues pour les deuils, pour les maladies, pour les problèmes, tu commences à être réintégrée dans la famille, tu commences à être intéressante. Or, si tu es une charge, en plus des problèmes que la famille a, cette situation de outing est merdique, c'est de la merde. Or, si tu loues, tu as ton argent, tu peux prendre ta petite chambre dehors. Quand tu entends qu'il y a un problème dans la famille, tu résous. C'est la famille qui va te chercher. Ils vont commencer à comprendre ou à tolérer ta vie et à dire, bon, ok, d'accord, elle est comme ça, mais elle apporte, elle contribue, elle fait ceci. Donc, l'indépendance financière permet, un, de te prendre en charge et deux, de contribuer au problème de la famille. Donc, en fait, c'est un peu acheter l'amour. Exactement, c'est acheter l'amour. Que penses-tu de ça? C'est-à-dire que nous, on est réduits à acheter l'amour de la famille. Est-ce qu'on n'a pas droit d'être aimé aussi comme des individus normaux? Je ne sais pas. Pourquoi faudrait-il qu'on soit toujours amené à acheter? Malheureusement, c'est ça. C'est ça. Je ne vais pas dire en Afrique parce que je ne connais pas d'autres contextes, mais je vais dire c'est comme ça que ça se passe. On a le droit, c'est un droit, non? C'est parmi les droits même, le droit à l'amour, le droit d'appartenir à une famille, c'est des droits. Mais après, notre orientation sexuelle, des fois, nous
prive de ce droit. Alors nous, on a besoin, parce que quoi qu'on dise, un enfant appartient toujours à une famille. Même quand tu es LGBT et que tu as des moyens financiers, si tu as des problèmes, c'est la famille qui, normalement, reste toujours à te soutenir à un moment donné. Du coup, nous aussi, LGBT, on ne peut pas être coupés totalement de la famille parce qu'on a besoin de fois des personnes qui nous écoutent, qui nous accompagnent, qui sont là pour nous. On a le droit d'être aimé gratuitement, mais malheureusement, on paye. Personnellement, je vois ça d'un mauvais œil. Mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est soit tu le fais, soit tu le fais pas et tu es seul dans ton coin. Et une personne qui est seule dans son coin perd les repères, carrément. Parce que se reconstruire tout seul, c'est possible, mais c'est compliqué. Et pour ceux qui n'ont pas ces moyens, alors, ils sont condamnés à la solitude? C'est pour ça que des personnes se créent une deuxième famille. Des personnes qui n'ont pas de moyens, ils sont dans la communauté, ils disent voilà ma vraie famille. Oui. Du moins, pour la majorité des personnes LGBT ont deux familles. Leur famille nucléaire et leur famille de la communauté. Mais d'autres qui n'ont pas le moyen de payer l'amour, ils ont la famille de la communauté. Parce que la famille de la communauté est aussi là, est aussi présente, les accompagne, les écoute et tout. Mais après, tu as besoin des gens qui t'ont fait grandir. Des gens qui connaissent d'où tu viens, ce que tu es, ce que tu aimes. À des moments donnés, quand tu auras des moments, tu vas retourner chercher. Après ton premier baiser, tu es rentrée dans une époque d'autoflagellation. Tu parlais de neuvaine, de confession relative à ta croyance catholique. Est-ce qu'aujourd'hui, tu pratiques encore? Est-ce que tu es toujours croyante et pratiquante? Si oui, comment le fais-tu? Sinon, pourquoi? Oui et non. Oui et non parce que oui, je crois toujours en Christ. Oui, je suis toujours catholique. Oui, je pratique, mais non, pas beaucoup. Je pratique au point où je vais avec ma famille. Avec ma famille, parce que ma compagne à l'heure actuelle a un enfant. Donc je porte ma maisonnée et on va à l'église. On loue l'Éternel ensemble. Non, juste parce que j'ai plus beaucoup trop de temps pour aller à l'église tout le temps. Parce qu'il y a plusieurs séances que je n'y vais pas, parce que j'ai pas le temps, je suis pas stable, parce que le dimanche aussi, je suis fatiguée. Voilà. Pas parce que mon orientation sexuelle, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Moi, un jour, j'avais dit, Seigneur, je pense que j'ai acheté ça nulle part. Je pense que je n'imite personne. Ce n'est pas des Blancs qui m'ont appris, parce que c'est ce qu'on dit, non, qu'on a importé ça. Je n'ai importé ça de nulle part. J'étais ici le 5 septembre, tranquillement, avec une petite fille noire, boum. Donc, ça n'avait rien à voir avec une Blanche. Et je n'ai même pas encore eu de relation avec des Blanches. Donc, vraiment, Seigneur, je n'ai acheté ça nulle part. C'est toi qui connais. Si ce n'est pas bon, on va gérer ensemble et qu'on va arriver là-bas. Donc, vraiment, si tu veux pas que ce soit ça, non, enlève ça toi-même de mon corps. Tu fais des miracles, non, fais le miracle sur moi. Si tu n'as pas fait jusqu'à maintenant, non, moi, investissement continue. Et à l'église, les gens vous regardent pas de manière un peu curieuse? Même quand tu es hétéro, on te regarde, non. C'est ça, en fait, le commun. On regarde toujours, on regarde ce qui est bien. Et je dis toujours que quand on parle de toi, c'est que toi, tu es plus bien que les gens. Donc, ça va. Même si on nous regarde, pas grave. Vraiment pas grave. On a traversé, elle et moi, pas elle, je suis en train de travailler ça sur elle, mais j'ai traversé cette étape des regards des gens. Non. Si on ne m'attaque pas, le reste, vraiment, je contribue à leur éducation. C'est tout. C'est ce que je me dis, je contribue à leur éducation. Je les aide à enlever l'ignorance qu'ils ont. Est-ce que tu as déjà été attaquée? Moralement, beaucoup. Mais physiquement, Dieu merci, pas encore. Mais des mots, beaucoup. Des interdictions aussi, beaucoup. Comme je dis souvent, moi, je fais maintenant les achats loin parce que mon boutiquier du coin a dit qu'il ne peut pas me vendre des choses et tout. Donc, oui, des mots, beaucoup. Des mots de taximans, des gens, des passants, le soir, dans des snacks, oui. Des hommes qui convoitent soit moi, soit ma compagne, voilà. Et des fois, ça affecte beaucoup. Et après, on se dit, bon, on ne va pas se faire du mal pour quelqu'un qui, lui, est en train de se faire du bien. Donc,
Bah, du coup, comment tu gères la santé mentale? Tu disais tout à l'heure que tu as rencontré des psys. Après ton premier baiser, quand tu essayais de sortir cet esprit de ton corps, est-ce qu'ils t'ont aidé? Si oui, comment? Oui, les psys, moi j'en ai rencontré 3 déjà. Ils m'ont aidé à... J'avais un problème d'estime de moi. J'avais un problème d'acceptation de ma différence. J'avais un problème de parler en public et de gestion des relations. Les psys m'ont vraiment aidé à gérer cela de bout en bout, à apprendre à m'aimer, à m'accepter, apprendre à gérer mieux les relations humaines, à savoir parler en public, à ne pas avoir honte de ce que je suis, à pouvoir montrer aux autres que ce n'est pas de la secte, ce n'est pas parce que c'est ça que les autres ont. C'est pour ça que je dis souvent que j'ai la chance de ne pas être inquiétée, peut-être parce que je montre aux autres que ce que je fais, c'est pas différent de ce que vous faites. Par exemple, je ne vais pas juger, je ne fume pas, je ne fais pas de tatouage. Et on a toutes les étiquettes sur les lesbiennes. Du moins, je n'ai pas les étiquettes qu'on a. Et peut-être c'est ça qui me met à l'abri. Donc, ils m'ont aidé à, comme elles arrivent, que je sache comment je vais les prendre, comment je vais les intérioriser, comment je vais les dissiper en moi et puis après, comment je vais les évacuer. Et à surtout ne pas être brisée, parce que c'est ce que au début, j'étais brisée. Sans eux, je ne suis pas sûre que je serais la Jo assumée, fière, voilà, d'aujourd'hui. Alors, ces psys, est-ce qu'ils étaient alternatives ou est-ce que c'était des psys normaux? Et si oui, est-ce qu'on a aujourd'hui la capacité, est-ce qu'on a aujourd'hui des psychologues qui sont à même de comprendre la différence d'autrui et de la traiter comme il faudrait? Bon, je pense qu'il y a des psys, oui, qui peuvent le faire. C'est vrai que c'est pas tout le monde, mais nous-mêmes, on s'est mis comme objectif de pouvoir rencontrer le conseil des psychologues pour les sensibiliser parce qu'on a beaucoup besoin d'eux. Ils sont rares, mais ils sont là. Pour tous ceux que j'ai rencontrés, ils étaient ouverts sur la question, ils avaient vraiment des idées très claires, comment m'aider à gérer tout ça. Et je pense que dans beaucoup d'associations à l'heure actuelle, il y a des psychologues qui travaillent. Je pense qu'il y a même des personnes de la communauté qui sont psychologues et qui apportent de leur expertise pour le bien-être de la communauté. Et des psychologues qui ne sont même pas de la communauté aussi qui contribuent. Donc, dans des associations, que ce soit de Douala, de Yaoundé, de Bafoussam, de Gambia, officient dans ces associations-là et qui apportent vraiment de l'appui à toutes les personnes LGBT victimes de violations, qui ont des problèmes personnels aussi. D'accord. Si tu n'avais pas bossé à Alternative, est-ce que tu penses que tu aurais eu du travail ailleurs? Non. Non, parce que j'ai commencé à postuler ailleurs. Parce que moi, j'ai toujours aimé la banque. Donc, j'ai toujours aimé, en fait, l'argent, non. Donc, même petite, c'est moi qui gère l'argent. C'est moi, comme je dis, je suis la cadette, je suis la dernière de 7-6 enfants. Donc, c'est moi qui donnais la rente de baigner à chacun. Donc, j'ai toujours aimé ça et même mes parents ont vu cette envie et m'ont inscrit dans le cursus qui va avec gestion. Et quand je suis sortie de l'école fraîchement avec mon grand frère, c'est dans les banques qu'on a déposé toutes mes demandes d'emploi. Je réussis toujours au test écrit, mais après le test oral, je pense que je le réussissais, mais c'est mon apparence physique qui était le problème. Il y a un seul recruteur qui me l'a dit, qu'on ne peut pas prendre une comptable habillée comme ça. Madame, vous êtes une femme, vous n'êtes pas assez féminine pour une femme, et nous, on a besoin de quelqu'un qui puisse... voilà. Donc, je pense que peut-être je devais travailler comme mes autres amis de la communauté. Certains ont des emplois parce qu'il y a des masculines qui travaillent ailleurs, mais il faut toujours faire... aujourd'hui, tu t'habilles en garçon, demain, tu t'habilles en fille. De temps en temps, il faut que tu lances un cabas sur toi. Donc, il faut toujours faire ce jeu-là. Et moi, je n'arrivais pas à faire ce jeu. Jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas. Moi, je ne sais même pas où on va les filles. Je ne sais même pas où on vend ça d'abord. Donc, moi, je ne sais pas comment on fait ça. Ou alors je devais me lancer dans le business de téléphone ou le commerce, peut-être. Mais un emploi de bureau, non. Ça devait être compliqué quand même pour moi, je pense.
tu pourrais avoir ce travail, mais il faudrait faire des compromis, rentrer un peu dans le moule de la société qui dit que la femme s'habille d'une certaine manière. Oui, parce que si je pouvais faire ce compromis, c'est que je suis derrière un bureau de banque, quelque part. Quand j'avais enlevé la tenue, parce que c'était la jupe, je l'ai laissé en route. La jupe là, j'ai laissé ça parce qu'en dessous, j'avais un short, j'ai laissé ça là-bas en route. Donc, après ça, je ne voulais même plus avoir affaire à des jupes, à des robes, à des choses comme ça. Alors, ta masculinité remonte quand même à pas mal d'années maintenant. C'est-à-dire que bien avant même que tu te mettes à sortir avec les femmes. C'est-à-dire que après le lycée, tu as abandonné la jupe. Mais dans les relations entre femmes, est-ce que ça t'est arrivé d'être la femme et encore ici, vraiment que l'auditeur ne se méprenne pas. Malheureusement, dans la communauté, on a ces stéréotypes d'hommes et de femmes. Donc, tu auras le Kuje au Cameroun et et la femme. Je vais dire la femme, je vais pas rentrer dans l'autre terme. Mais est-ce que tu as toujours été cas dans tes relations? Ou est-ce qu'à un moment donné, tu étais femme avant de découvrir qu'en fait, non, tu aimes avoir le rôle masculin? J'ai toujours été, quand même, ma première relation, là, c'était que tu es mon mari, non? Donc, j'ai toujours été cas. C'est vrai que lors d'un voyage, c'est vrai qu'il y a des garçons manqués qui m'ont abordé, beaucoup même. Mais il y a un qui m'a dit, bon, on a fait 2 jours de relation, je lui ai dit que mon frère, là, moi, il ne connaît pas ça. Bon, il faut parler en bon français, non? Donc, il faut que je recommande que je parle en bon français. Non. Bon, ça me va parfaitement. Honnêtement, c'est naturel. Je tiens à garder les conversations naturelles. Je lui ai dit que mon frère, moi, je ne peux pas ce rôle-là. 2 jours de relation, je ne peux pas. Mon frère, moi, je suis un garçon. De toutes les femmes-là, ça m'a dépassé. Même depuis 2007 à aujourd'hui, toutes mes relations, je suis toujours le mâle dominant, quoi. D'accord. Alors, parlons des... Je suis le mâle dominant doux, hein. Donc, Oui, tu es très, très, très doux, il faut l'avouer. Parlons des médias maintenant, parce que il y a quand même pas mal de traitements dans les médias sur la question homosexuelle. En 2007, on est à la veille un peu du top 50. Je vais supposer que c'est un peu ce traitement-là qui t'a amené dans tes neuvaines, ton déni et tout ça, autoflagellation. Mais comment est-ce que ce traitement-là a influencé ou continue d'influencer la compréhension et l'acceptation, que ce soit de ton orientation sexuelle ou celle de tes pairs? Malheureusement, les médias, ils n'utilisent même pas à bon escient, je me dis, leur rôle, parce qu'ils sont aussi défenseurs des droits. Peut-être qu'ils s'appuient sur la loi, mais est-ce que nous, on aimerait quand même, c'est que les médias puissent traiter la question de l'homosexualité de façon neutre et non de prendre position. C'est pour ça qu'on travaille à l'heure actuelle à la sensibilisation des médias. Nous-mêmes, on se forme au média training pour qu'on puisse donner la bonne information quand il y a une sous-information ou une fausse information donnée. On essaie nous-mêmes d'être assez présents sur les réseaux sociaux pour donner les bonnes informations à des bons moments. Mais les médias traitent la question de l'homosexualité de façon très, je vais dire péjorative, mais homophobe. Je le dirais comme ça. Simplement, il y a l'histoire de mariage de Bengono. Un média camerounais a pris cette histoire, vraiment l'a transformée, l'a retournée, ce qui a fait un tollé au niveau national. Vraiment, parce que ce Bengono, après son mariage en Europe, il est venu et marier sa fille, mais les médias ont pris ça, qu'il est venu faire sa dot. Au point d'aller faire des investigations. Ils ont pris toute une tranche d'antenne pour passer ce genre de choses. J'ai dit, est-ce qu'on a que ce problème? Je pense qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'électricité, il y a la guerre dans le nozo, il y a plein de choses que les médias peuvent traiter. La question de l'homosexualité, pourquoi traiter ça de cette façon? Maintenant, même ils ont des plages où ils font des émissions sur l'homosexualité. Sur 4 panels, ils invitent 4 homophobes. Et malheureusement, les Camerounais écoutent. Et puis, l'information est biaisée là. Moi qui suis informée, vraiment, ce genre de choses, je n'écoute pas. Mais regardez ce petit garçon, cette petite fille de 15 ans, de 16 ans, qui commence peut-être à avoir des ressentis pour des filles ou des garçons.
Voilà ce qui se passe comme info. La maman, la sœur, le frère, l'oncle, le père de ce jeune garçon, de cette jeune fille, voilà ce qu'elle reçoit ou ce qu'il reçoit comme information. Demain, si l'enfant dit « je suis homosexuel », quelle réaction autre que le parent aura que de répéter ce qu'ils ont vu à la télé, écouté à la radio ou lu sur la presse écrite, ou bien vu même sur les réseaux sociaux. Ce n'est que cet aspect négatif de la chose. Il n'y a même pas une petite place pour, peut-être pas l'acceptation, mais la tolérance. En fait, pour moi, personnellement, ça me choque en tant que personne LGBT, qu'à chaque fois, c'est comme ça que les médias traitent de ce genre de sujet. C'est vrai que moi, on m'a déjà invité à aller, mais j'ai dit non, c'est pour aller faire quoi? Je ne m'informe plus face aux médias, et puis tout ce qui baba n'a plus aucun impact vis-à-vis de mon orientation. Ils m'ont invité plusieurs fois, mais je ne pars pas parce que c'est juste pour que tu parles là-bas, pour qu'on te flagelle, pour qu'on te... Non, ça sera pas... Et même le modérateur lui-même, il a déjà une partie pris. Donc, je préfère dire non, merci. Je peux faire des témoignages encore comme ça, audio, j'envoie. Maintenant, ils utilisent ça comme ils utilisent, mais en dehors de ça, non. Mais moi, je pense même, moi, à ce moment donné, quand il y a ce genre d'émission, je pense à la jeune génération, à ceux qui sont encore dans les placards, ceux et celles qui n'ont pas encore avoué. Comment est-ce que la perception de leur famille vis-à-vis de leur orientation, quel impact négatif ça aura. Donc, c'est à ça que je pense. Du coup, nous, on est en train de penser comment nous se former au média training quand il y a une fausse information comme ça, qu'on donne la bonne information, mais est-ce qu'on n'a pas assez d'aura que ces médias conventionnels? Nous, on va toujours utiliser les réseaux sociaux et des fois, on n'a même pas une portée assez large pour pouvoir passer de bonnes informations. Donc, c'est compliqué. Et on n'a même pas de pour ouvrir une radio alternative où tu sais que si ici il y a une émission contre l'homosexualité, de l'autre côté il y aura une émission plutôt mitigée qui pourra parler de la question de façon un peu plus en parenthèse normale. Tu souhaiterais qu'il traite l'information de manière neutre que d'avoir des partis pris? Oui. Comme quand il y a un accident ou un truc, il ne parle pas de former l'information. Il y a un accident sur la route. Il y a eu tellement de morts. Voilà. Si on fait un débat, qu'on fasse un débat avec quand même 2 pros et 2 contre, et que le modérateur vraiment, qui ne prenne pas de parti, qui ne donne pas plus de parole à l'autre, du moment qu'on traite ça de façon neutre, de façon détachée, voilà. Qu'ils fassent leur travail, tout simplement, sans pouvoir déformer les faits. Surtout quand on connaît qu'ils sont nombreux à partager. Quand ils sont assis autour d'une bouteille de bière, il dit mon frère, il dit que, gars, c'était pour avoir aussi l'audience, hein. C'est comme ça. Donc, c'est du business pur et simple. Donc, la question, moi, ça donne de l'aura, ça donne de l'audience. Voilà. Donc, on casse toujours du sucre sur du PD pour avoir ce qu'on veut. Comment est-ce qu'on peut aider à une meilleure sensibilisation ou une sensibilisation neutre? Parce qu'on n'a pas le désir de convertir qui que ce soit, mais on aimerait que l'information, la bonne, soit passée et que le petit garçon, la petite fille, et c'est un peu la raison pour laquelle j'ai commencé ce podcast, j'essaie de parler à la petite fille que j'étais. J'aurais aimé écouter des gens qui sont comme moi, me dire voilà, ça va aller, ça ira. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que ce petit garçon-là et sa famille aient un message plus nuancé sur la question? 2 choses. Que le traitement de l'information soit fait de façon professionnelle, comme ils ont appris à l'école de journalisme. Et de l'autre côté, que nous, acteurs communautaires, acteurs de terrain, que nous puissions sensibiliser ces médias. Ne pas, parce que ce qu'on fait souvent, c'est qu'on sensibilise beaucoup plus les journalistes, mais on laisse les directeurs de publication, on laisse les boss même des médias. Parce que si le directeur de publication dit que ça passe pas comme ça passera pas. Peut-être parce qu'ils sont moins accessibles, peut-être parce qu'on n'a pas encore nous-mêmes la capacité de pouvoir les sensibiliser. Du moins, on n'a même pas encore le contenu de discuter avec eux. On discute beaucoup plus avec les journalistes. Mais peut-être un peu plus loin, nous-mêmes qu'on se forme pour qu'on puisse passer la bonne information au bon moment avec la bonne audience. Et en dernier, qu'on soit un peu plus proche aussi des médias, même si c'est en sourdine, quoi. On s'achemine vers la fin. Il y a 2 ou 3 questions que j'ai encore, mais dans tes voyages, tu as eu à voyager, tu as eu à sortir du Cameroun pour des missions de formation, séminaires et tout ça. Est-ce que ça t'est arrivé d'assister à une Gay Pride? J'ai jamais assisté à une Gay Pride. Tu aimerais?
Oui, beaucoup, beaucoup. Je devais assister à un gay pride, mais après, il y a eu des problèmes de visa et autres. Mais vraiment, j'aimerais assister à un gay pride de la préparation jusqu'à la fin, parce qu'on se dit qu'un jour, le Cameroun sera prêt, un jour, pas demain. Et par conséquent, il faut des personnes qui ont déjà assisté du début de l'organisation jusqu'à la fin pour pouvoir le faire. À des moments aussi, je veux pouvoir me défouler et dire en route, comme ça, je suis et communier avec les autres dans ce sens. Donc, vraiment assister à un... Ça a toujours été un désir, une envie, parce que tous ceux qui ont assisté, que je connais, ils sont revenus changer, en fait. J'ai une amie journaliste, quand elle a assisté à sa première Gay Pride, elle est revenue très changée. Je pense que c'est là qu'elle a commencé aussi un peu à s'assumer en tant que telle et puis à penser aux choses autrement. Suivez mon regard. Je ne sais vraiment pas de quoi tu parles. Si tu veux citer les contemporains, il faut citer les contemporains. Je ne suis aucun regard. Alors, tu as une famille aujourd'hui. Est-ce que ta compagne, elle est aussi hors du placard? Non, elle est dans le placard. Même si son placard est s'ouvrir un peu, mais elle est vraiment dans le placard. On a déjà fait une réunion sur elle. Elle m'assume. Mais en tant qu'amie, tout simplement. Alors que chez moi, on ne connaît pas que c'est mon amie, on connaît que c'est ma compagne. Donc, mais elle m'assume, elle m'aime beaucoup, mais elle est encore dans le placard, même si son placard s'ouvre et se referme derrière elle. Donc, voilà. D'accord. Est-ce que vous songez un jour à vous marier? Oui, ça fait déjà bientôt 6 ans de relation. Donc, oui, quand ils voient les mariages à la télé, sur Internet, c'est magique, c'est magnifique. Mais c'est vrai qu'ici au Cameroun, il y a des mariages officieux, du moins qu'on fait entre membres de la communauté, mais ce papier n'est pas légal, c'est un papier qu'on écrit comme ça. Mais moi, je me suis dit que si je me marie, je vais me marier officiellement avec l'acte de mariage qu'on peut utiliser même pour des papiers ou autre chose. Pour lui, dit si on se marie, on va aller se marier dans un pays qui reconnaît le mariage et on se marie en grande pompe. Donc, c'est pas ça, le mariage communautaire qu'on fait là, moi, je veux pas ça. Même si après, je veux venir faire la fête communautaire pour communier avec les miens et autres, mais en termes de mariage, je veux le mariage officiel avec les documents officiels. D'accord. Bah, si vous vous mariez ailleurs, le mariage ne sera pas forcément reconnu au Cameroun, vu que... Pardon? C'est reconnu quelque part. Ok. Donc pour toi, c'est cette... Officiel, c'est pas le Cameroun, non. Officiel, c'est que même c'est dans un pays, dans ce pays, on connaît que nous sommes mariés, donc on a un papier. On peut monter un acte, même si c'est en France, ailleurs, aux États-Unis et autres, on a un papier qui est officiel, non le format A4 qu'on écrit ici, non. Tu es la deuxième personne à me dire que tu es contre ces mariages communautaires-là. Non. Du coup, je suis des fois en parenthèse célébrante de ces mariages. Je suis pas contre ça parce qu'on fait qu'avec ce qu'on peut faire. C'est pas tout le monde qui... Même, je suis sûre que toutes ces personnes, si c'était le mariage officiel, elles pourraient le faire. Si elles avaient des moyens ou bien des opportunités de le faire, elles le faire. Donc, elles le font parce qu'elles ont envie de faire. J'ai organisé plusieurs mariages. Je suis parraine de plusieurs mariages. Je suis père de plusieurs mariages. Donc, je ne suis pas contre. Juste que moi, je veux un document officiel. Même si c'est officialiste pas au Cameroun, ce soit officiel quelque part. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de songer à partir du pays? Non, oui. Les deux. Je ne peux pas. Non et oui. Non, parce que je me dis que j'ai beaucoup apporté ici. Parce que moi, c'est quand j'ai vu 3 défenseurs que j'ai commencé à accepter qui je suis. J'ai commencé à dire, je veux faire ça. C'est Stéphane Chakam, de Regretter Mémoire, Yves Liom, aussi de Regretter Mémoire. Oui. Malheureusement. Et puis la hargne de France Mananga. Quand j'ai vu ces 3, j'ai dit, c'est possible. Et du coup, je me dis que je suppose, parce c'est vrai qu'il y a certains qui sont venus me le dire, que je suis aussi cette personne-là qui donne du courage
aux jeunes générations, ou même à la même génération que moi. Et ceux-là que j'ai cités sont restés au Cameroun. Du coup, je pense que je peux apporter encore. Maintenant, il y a maintenant moi-même mes missions. Je me dis que mes missions ne sont pas encore terminées. Je n'ai pas encore accompli tout ce que je vais accomplir. Donc, je me dis que ici, j'ai beaucoup à apporter, j'ai beaucoup encore à donner, j'ai beaucoup encore à batailler, des lignes encore qu'il faut bousculer, et je pense que j'ai assez de la maturité pour le faire. Maintenant, oui, pour vivre en fait une vie sans stress, pour ne plus me cacher, parce que même si je suis open vis-à-vis de ma famille, mais j'ai une partenaire, aussi j'ai des bailleurs, aussi, donc il y a des voisins, il y a des voisines, donc après on se cache toujours d'une façon comme d'une autre. Tu ne peux pas marcher avec ta copine bras dessous, bras dessus. Tu ne peux pas aller mettre un papier à vos noms ou deux en disant que c'est ta compagne. Tu ne peux pas faire un achat, vous mettez vos noms en disant que non, c'est ma compagne. Il y a tout ça. Oui, pour aller vivre une vie sans stress, sans peur d'être étiqueté, sans peur d'être stigmatisé, sans peur d'être arrêté, sans peur. Peut-être oui, dans ce sens-là. Et en fait, vivre aussi dans une maison où on sait que ça nous appartient, on doit avoir des biens communs qu'on peut jouir, que ce soit elle ou moi. Parce que si quelque chose m'arrive aujourd'hui, même si j'ai un bien, elle ne peut pas être héritière, elle ne peut pas bénéficier de cela parce qu'on ne connaît pas l'union entre deux femmes au Cameroun et tout. Donc, voilà mon oui ou mon non. D'accord. C'est toutes les questions que j'avais, mais avant de te poser la dernière, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose que je ne t'ai pas posée? Ce que j'aimerais devenir demain. Qu'aimerais-tu devenir demain, Jo Manding? J'aimerais devenir... moi, j'ai toujours dit, je ne veux pas mourir sans qu'on parle de moi. Comme maintenant, le sultan Boubou Djoya, je veux avoir la mort à la Manu Dibango. Je veux avoir la mort à la Yves Yom. Je veux pour cela être une personne assez connue et reconnue autour de ce mouvement LGBT. Je veux être une activiste mondialement reconnue, être cette personne-là qui parle pour les sans-voix, encore et toujours. Je veux être cette femme-là qui défend les femmes, indépendamment de leur identité sexuelle, parce que ces derniers jours au Cameroun, il y a beaucoup trop de violence vis-à-vis de la femme, de la jeune fille. Tu vas comprendre, on a violé X, on a tué Y. Il y a eu des violences conjugales, il y a eu des violences familiales. Donc, depuis quelques temps, vraiment, c'est un combat que je suis en train de structurer cela pour ne laisser presque aucune affaire de violence faite aux femmes impunies. Et j'essaie de bien m'organiser dans ce sens pour que je puisse apporter ma petite pierre à cet édifice-là. Demain, je vais être une personne publique, personnalité publique, peut-être pas politique, mais personnalité publique connue et reconnue. Et c'est tout ce que je peux te souhaiter. Merci. Quel est ton souhait pour la communauté LGBT, IQAP+, du Cameroun aujourd'hui? C'est vrai qu'on milite pour la dépénalisation de l'homosexualité, mais c'est pas demain. Ce que j'aimerais pour demain là, c'est que la loi soit déjà appliquée telle qu'elle est écrite. Parce que si la loi est appliquée telle qu'elle est écrite, il n'y aura pas d'arrestation. Il n'y aura même pas de violation de droit. Mais c'est juste qu'elle n'est pas appliquée telle qu'elle est écrite. Et si on applique telle qu'elle est écrite, la communauté n'aura plus beaucoup trop de problèmes. Je veux que la communauté se prenne en main, sera indépendante, s'entraide, qu'il y a beaucoup d'entraide entre les membres de la communauté. Je veux qu'elle soit une communauté forte, unie, capable de bousculer les lignes. Parce que si, par exemple, aujourd'hui, on se dit qu'on aura un député LGBT, je pense qu'on peut l'avoir. Nous tous, on crée un parti politique, par exemple. Un parti politique où il n'y a que les membres de la communauté. On met quelqu'un député. Alors, quand les lois se votent ou s'écrivent ou se proposent, quelqu'un qui soit là-bas, qui est un LGBT, qui soit maire. Voilà les recrutements de la communauté urbaine qu'il y a eu pendant les vacances. Combien de LGBT étaient là-bas? Officiels, pas les officieux, les officiels. Donc, il faudrait que la communauté LGBT pense à bousculer les lignes, être assise à la table de décision
contribuer à ces décisions-là, contribuer au développement du Cameroun de façon à être visible. Genre, on dit que c'est les membres de la communauté LGBT qui ont fait ça. C'est ça qui pourrait essayer de bousculer les lignes et un peu avoir la tolérance au niveau du Cameroun. D'accord. J'ai envie de dire que on est déjà nombreux. Il faudrait que certains d'entre nous prennent le courage de s'assumer. Ouais. Mais bon, on va passer à la partie un peu plus fun. Et honnêtement, c'est la dernière partie de l'interview. Je te pose une question et tu me donnes la première chose qui te vient à l'esprit. Ça peut être un mot, ça peut être une phrase, mais vraiment la première chose. Et ne pas avoir de réponse, dire je ne sais pas, c'est également une réponse. Donc, sens-toi libre. Ouais. Alors, un personnage historique, queer ou pas queer? Mandela. Un héros ou une héroïne queer? Stéphane Tchak. Ah, j'aurais pas mieux dit. Un auteur? Gebogo. Un plat ou un mets? Le coq. Sucré ou salé? Comment on dit le coq des Bassards? Pour faire dire comme ça. Le coq salé, d'accord. Un animal? La poule. On mange. Une phobie? Les chiens. Un hobby? Je sais pas si on dit télévision, visionner, je sais pas, un truc comme ça. C'est ton choix. Une série queer? The L Word. Un film queer? Better than chocolate. Merci énormément, Joe, d'avoir accepté de t'asseoir avec moi aujourd'hui, de discuter. Tu sais tout l'amour que je te porte et tu sais tout le respect que j'ai pour toi parce que tu es quelqu'un avec un très grand cœur. Et les gens peuvent te regarder de l'extérieur et voir une carapace, mais à l'intérieur, c'est vraiment du fondant. Donc, merci énormément d'être venu discuter avec moi. Je vais te laisser le soin de conclure l'émission comme tu veux. D'accord. Je vais te dire déjà merci. Merci d'avoir pensé à moi. Merci d'avoir attendu ce temps parce que je suis pas sûre que avant je pourrais parler comme ça aussi librement des sujets personnels, des sujets délicats. Donc, merci d'avoir pensé à moi et puis je suis ravie d'avoir partagé tout cela avec toi, avec toute l'audience. Maintenant, je dirais aux parents, des personnes LGBT ou pas connues ou inconnues, on ne sait jamais. Ce que nous, enfants, on aimerait de vous, parents, c'est de nous écouter, vous expliquer ce que l'on ressent au fond de nous. On ne vous demande pas de nous accepter, mais de comprendre, de nous tolérer. On aimerait un peu de tolérance. Parce que sachez que c'est aussi difficile pour nous. C'est très difficile d'accepter qu'on est différent. Donc, essayez de nous écouter et un peu de nous tolérer. Aux membres de la communauté LGBT, surtout aux plus jeunes, ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Il faut comprendre les parents. Il faut comprendre les autres parce que aucun parent ne veut accoucher un enfant différent. Aucun parent ne veut subir aussi parce qu'eux aussi subissent des discriminations. Aucun parent ne veut subir ces discriminations. Donc, essayons de comprendre nos parents. Essayons aussi de prendre le temps pour nous, de mieux comprendre notre identité, notre orientation, d'essayer de vivre ça dans toute la sécurité possible, afin qu'on soit à l'abri des violations basées sur le genre. Et aux autres, les fameux bourreaux, nous n'avons pas demandé à être LGBT. Nous n'avons pas acheté quelque part. Nous voulons être comme vous. Peut-être nous sommes même comme vous, parce qu'on ne sait jamais qui sont les autres. Vous n'avez pas le droit de nous battre dessus. Personne ne vous a donné ce droit. Si vous pensez avoir un problème avec nous, laissez la justice le faire. Mais vous n'avez pas le droit de nous taper. Vous n'avez pas le droit de nous dénoncer. Parce que vous n'êtes pas notre créateur. Seul Dieu peut nous juger et non vous. Merci à vous. C'était tout pour cet épisode de Queer Afro, le podcast. Merci de nous avoir écoutés. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement de podcasts et n'hésitez pas à nous envoyer votre feedback ou vos questions via notre compte Twitter
@queerafro ou à l'adresse email podcast@queerafro.com. D'ici là, sortez couverts et à bientôt. À la prochaine.